Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Faugère, je suis professeur d'économie et de finance. Bienvenue dans cette cinquième leçon du cours La monnaie reconsidérée. Qu'est-ce que la monnaie? La théorie monétaire moderne et la monnaie endogène. Voyons tout d'abord ce qu'est la théorie monétaire moderne. La théorie monétaire moderne prend source dans les travaux de Michelins. Elle postule que la monnaie n'est pas neutre. Dans les économies contemporaines, toute monnaie est vraiment de la monnaie crédit. On a vu ça auparavant. Nous avons les agrégats M1, M2, M3. Même la base monétaire, M0, est le résultat d'une ligne de crédit que le Trésor public s'octroie à lui-même et qui est financée par la Banque centrale. Dans le courant post-keynésien, Marc Lavoie, l'un des premiers contributeurs à la TMM, décrit le processus de création monétaire par les banques commerciales comme suit. Il part de prêts, ensuite cela mène au dépôt et ensuite cela mène aux réserves de cash. Ce processus, cette chaîne de causalité, est l'inverse de ce que la théorie classique des fonds prêtables dit. Les banques peuvent prêter le montant de prêt qu'elles veulent car elles sont en mesure de se procurer les réserves liquides nécessaires après coup auprès de la Banque centrale ou en faisant appel au marché interbancaire. Et il faut préciser, à moindre coût. Les prêts sont liés à l'activité économique, comme les lettres de créance ou lignes de crédit utilisées par les entreprises pour payer les salaires avant que la production ait été vendue. Donc nous sommes un peu sur une logique de la théorie des real bills, comme nous l'avons vu auparavant. Reprenons le cas de la monnaie comptable. Imaginons que la banque Y est une banque commerciale, qu'elle doit maintenir un ratio de réserve égal à 10% et qu'il y ait une injection de 100 euros. Donc la banque vend un bon du trésor, elle a 100 euros de liquidité supplémentaire, elle peut octroyer maintenant un prêt au client numéro 1 en créant une ligne supplémentaire dans les entrées digitales des ordinateurs en créant 1000 euros de monnaie virtuelle. À la fin, la banque se retrouve avec 11 000 euros de compte et 1100 euros de cash. Elle a réussi à maintenir son ratio de réserve. Et qu'est-ce qu'il se passe? Elle a créé 1000 euros de monnaie supplémentaire et elle a étendu, elle a accru son bilan et les deux côtés de son bilan en faisant une écriture comptable. Dans la logique de la TMM, voici ce qui se passe réellement. La banque X est une banque commerciale. La banque veut maintenant octroyer plus de prêts. Donc elle n'a pas l'injection initiale des 100 euros. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas de réserve additionnelle. Elle crée 1000 euros de monnaie comptable virtuelle supplémentaire. Donc elle octroie quand même un prêt à son client et crée ces 1000 euros de monnaie virtuelle. Elle doit maintenir son ratio de réserve à 10%. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va se tourner vers la Banque centrale et obtenir les 100 euros de réserve supplémentaire pour maintenir son ratio de réserve. Donc, ce que disent les économistes de la TMM, c'est que ce mécanisme est ce qui se passe réellement dans les opérations journalières des banques commerciales. La TMM parle aussi de la gestion de la base monétaire M0, donc de la monnaie d'État. Et de son point de vue, elle a des choses, les économistes de la TMM ont quelque chose d'intéressant à dire. D'abord que la monnaie M0 est aussi le résultat d'une création ex nihilo de la part de l'État. Donc ce sont des entrées maintenant sur des touches d'ordinateur à la Banque centrale. Donc voici la citation de Ben Bernanke qui confirme cette approche. Mais une petite découverte
intuitive. Quand on regarde les impôts, eh bien sûr, il est logique de dire que les impôts doivent être payés en termes de monnaie. Donc les impôts ne peuvent être payés parce qu'il y a de la monnaie existante. Donc les économistes de la TMM disent qu'en fait, les impôts constituent un moyen pour le gouvernement de légitimer la monnaie qu'ils ont en circulation parce que justement les impôts doivent être payés avec cette monnaie-là. Ce qui veut dire que c'est la création d'une dette future étant les impôts qui doivent être payés dans le futur, qui renforce l'utilisation de la monnaie créée par l'État. Une autre interprétation possible de la monnaie d'État serait que pourquoi est-ce qu'on a besoin à la fois d'une banque centrale et du trésor public? Pourquoi le trésor public n'émettrait pas sa propre monnaie? C'est-à-dire que le trésor public et la banque centrale seraient fusionnés, ce serait le même organisme. En fait, on peut remonter dans l'histoire, par exemple, durant la guerre de sécession, Abraham Lincoln avait émis de la monnaie d'État qui n'était pas de la monnaie émise par la Banque centrale des États-Unis, mais émise par le Trésor. Donc, le Trésor public pourrait émettre imprime de la monnaie qui sert ensuite aux dépenses publiques qui injectent de la monnaie dans le secteur privé, qui ensuite gonflent cette monnaie avec l'octroi de crédit. Donc on se retrouve avec une augmentation de la masse monétaire M1 qui mène à la croissance économique réelle avec possiblement à la clé un contrôle de l'inflation et on refait le cercle. Donc, quelles seraient les implications de cette logique-là, de cette gestion de la base monétaire, une gestion, on va dire, avisée, pour les impôts des particuliers, l'endettement des particuliers et des entreprises, et pour la politique budgétaire? En fait, on s'aperçoit que dans ce cercle, dans cette création monétaire, eh bien, on peut faire fi des impôts. Regardons deux citations, l'une d'Abraham Lincoln et de l'autre du congressman Wright Patman, donc un membre du Congrès américain, qui dit que finalement, pourquoi est-ce que l'État ne créerait pas sa propre monnaie au lieu de l'emprunter de la Banque centrale? Abraham Lincoln va plus loin en disant que le gouvernement devrait créer et émettre sa propre monnaie et que cela rendrait service à l'économie et aux agents économiques parce qu'il permettrait d'aider en quelque sorte de favoriser le pouvoir d'achat des personnes et que les contribuables épargneraient un nombre important, un montant important d'argent en n'ayant pas à payer des impôts. Donc la citation clé, la phrase clé, c'est que l'argent cesse de devenir le maître et devient le servant de l'humanité. C'est la citation d'Abraham Lincoln, qui était le président des États-Unis dans les années 1860. Parlons maintenant de la monnaie endogène versus exogène. Endogène veut dire créer de l'intérieur du système, exogène veut dire imposer de l'extérieur. Donc la théorie monétaire classique à la Milton Friedman considère que la masse monétaire est exogène, c'est-à-dire que elle n'est pas déterminée par les banques privées. Elle est déterminée par la politique monétaire de la Banque centrale qui contraint alors les banques privées à émettre un certain montant de crédit, soit à étendre le crédit ou à le contracter. Donc la Banque centrale a toute la puissance, mais la Banque centrale elle-même, dans la logique de Milton Friedman, suit des règles fixes d'émission de monnaie qui n'a pas une nature, qui a une nature automatique et non pas une nature de décision économique au sens de ce que font les agents économiques.
Par contre, la TMM, les économistes de la TMM considèrent que la masse monétaire est déterminée par l'intention des banques privées en premier. Donc la monnaie est endogène. Ce sont les incitations économiques des banques privées qui génèrent le montant de monnaie en circulation. Donc cet argent, ce crédit, la masse monétaire M1, est déterminé en premier en conformité avec les ratios de réserve après. Donc la conformité est assurée par l'appel de fonds auprès des banques centrales. Quelle version correspond le mieux à la réalité? Donc voyons les prédictions de ces deux visions. Si nous examinons les prédictions de la théorie de la monnaie exogène, alors on devrait s'attendre à voir la chose suivante, que c'est la base monétaire, donc la création monétaire par la Banque centrale, qui guide l'agrégat M1 qui est en majeure partie constitué des dépôts des banques. Donc on devrait avoir ce phénomène M0 en premier, M1 qui suit. Mais les travaux des économistes prix Nobel Kydland et Prescott montrent que ce n'est pas du tout le cas. On devrait aussi voir que les ratios de réserve obligatoires jouent un rôle important dans le contrôle de la monnaie et des taux d'intérêt, mais depuis 1994, aux États-Unis en particulier, on s'aperçoit qu'il y a des programmes qu'on appelle Retail Sweep qui permettent aux banques de transférer les fonds des comptes clients dans des véhicules rémunérateurs qui, eux, ne sont pas soumis aux réserves obligatoires. Et de plus, on sait que certains pays anglo-saxons ont des ratios de réserve obligatoires égales à 0. Donc, ça ne peut pas jouer un rôle important dans la détermination de la croissance de la masse monétaire. La politique monétaire de taux d'intérêt devrait être effective dans cette théorie de la monnaie exogène. C'est-à-dire quand les taux diminuent, eh bien la masse monétaire augmente. Il devrait y avoir une expansion de la monnaie, une expansion du crédit. Mais comme on l'a vu à plusieurs reprises et dernièrement dans le cas de la crise de 2008, les politiques de taux zéro aux États-Unis et au Japon n'ont pas réussi à relancer le crédit dans l'économie et relancer l'activité économique. Donc il y a peut-être un tas de raisons pour cela. C'est peut-être le fait que les banques n'ont pas servi de canal de transmission pour pouvoir alimenter l'économie réelle et les besoins des entreprises réelles, mais il reste quand même que ces politiques de taux d'intérêt n'ont pas été effectives. L'accès à la recapitalisation devrait être plus difficile en période d'octroi de crédit de prise de risque excessif. On devrait voir que quand les banques ont pris excessivement de risques, l'accès à la recapitalisation par les banques centrales devrait être plus difficile. C'est l'inverse qu'on a observé dans la crise de 2008. Donc, au contraire, si la théorie de la monnaie endogène est correcte, alors on devrait voir que les banques prêtent d'abord et se procurent les réserves nécessaires ensuite. Ceci semble être une pratique courante qui est documentée par certains économistes qui travaillaient à la Fed dans les années 60, qui ont documenté ça, mais qui sont un peu marginalisés par le mainstream. Et la Banque centrale ne peut pas contrôler M1, M2, M3, car ces agrégats dépendent des besoins de crédit de l'économie réelle et surtout de l'intention des banques privées de satisfaire à ce besoin. Et un accroissement de la dette privée dans les périodes financières normales ou sans bulle spéculative précède la croissance réelle. C'est ce qu'on voit empiriquement. Donc, tout ça semble conforter le fait que, en fait, on vit dans un système monétaire international où la monnaie est vraiment endogène, ce qui conforte les théoriciens de la TMM. Examinons maintenant des dérives actuelles ou potentielles qui pourraient être liées à la création monétaire par les banques privées. Partons d'un cas
qui s'est produit. Donc nous allons un peu schématiser un cas de achat-revente frauduleuse durant une bulle immobilière. Donc imaginons que vous avez une banque, une petite banque de taille moyenne qui prête 500 000 euros à un ami du banquier à un taux d'intérêt de 10%. L'ami du banquier achète une propriété qui est évaluée à 500 000 euros. Un an après, l'ami du banquier revend cette propriété pour 600 000 euros. L'ami du banquier rembourse l'emprunt et partage le profit de 50 000 euros avec le banquier. Est-ce possible? Eh bien, première chose, la banque n'a pas nécessairement besoin de mobiliser des fonds qui appartiennent à des déposants, à des gens qui ont fait des dépôts existants à la banque. Elle peut créer la monnaie ex nihilo pour faire cette opération-là. Et la question est, qu'en est-il du processus de contrôle et audit interne qui pourrait empêcher ce genre de fraude? C'est une vraie question. Deuxième chose, comment l'ami du banquier est-il sûr de revendre avec une plus-value? Et troisième chose, est-ce que cette manœuvre est éthique ou pas? Eh bien la réponse est naturellement non. Ce cas de figure, on le retrouve dans la crise des savings and loans aux États-Unis dans les années 80. Donc, où vous aviez des petites banques qu'on appelle les savings and loans, des petites banques locales où les propriétaires des banques étaient de mèche avec des promoteurs immobiliers et avec des inspecteurs qui enflaient le prix de l'immobilier avec leurs estimations et donc qui permettaient d'une certaine façon de gonfler le prix de revente de l'immobilier. Et donc vous aviez ce genre de manipulation qui se produisait durant cette crise des années 80, une crise très sévère à l'époque. On n'a pas vraiment documenté ce type de manipulation, mais il est possible que le phénomène de création ou d'expansion des bilans des banques par la création de monnaies virtuelles aurait pu financer des instruments toxiques ou des subprimes. On n'a pas connaissance, on n'est pas à l'abri d'avoir eu certaines de ces manipulations. Et je laisse ouvert le débat par rapport à l'optique de l'opération qu'on appelle les leverage buyouts, qui, d'une certaine façon, peuvent être aussi financés par des banques qui créeraient de l'argent de cette façon ex nihilo par des écritures virtuelles comptables. Donc on n'est pas à l'abri non plus de ce genre de manipulation. Donc en conclusion, le système bancaire tel qu'il est d'exposer à la tentation de créer de la monnaie à des fins d'enrichissement personnel et de transférer de la richesse réelle vers des individus ou groupes bien connectés avec le secteur bancaire. En quelque sorte, on se retrouve dans le cas de figure d'antan des monarques qui essayaient de financer leur consommation et leurs opérations de guerre en imprimant de la monnaie de façon outrancière, ce qui menait souvent à des catastrophes. Mais là, si les banques peuvent faire ça de façon, on va dire, cachée et sans être repérées, eh bien, nous avons des effets pervers qui se produisent de cette façon-là. Autre dérive qui a été documentée, c'est celle du Crédit Suisse en 2008. En octobre 2008, la banque Crédit Suisse est au bord de la faillite, mais elle refuse de prendre les fonds qui lui sont offerts par le gouvernement suisse pour la recapitaliser. Donc la banque décide d'aller trouver de l'aide auprès du Qatar. Elle veut augmenter ses fonds propres en émettant de nouvelles actions privilégiées sur un montant de 7 milliards. Jusque-là, tout va bien. Et puis, une surprise. Que voyons-nous?
En fait, le Qatar n'a pas eu à transférer de liquidité pour l'achat de ses actions privilégiées. Le Crédit Suisse offre au Qatar à l'époque de lui faire un prêt aux investisseurs qataris, de faire un prêt de 7 milliards. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons alors l'argent pour le prêt qui est créé ex nihilo par Crédit Suisse. Nous avons une création d'écriture de monnaie par écriture comptable. Donc vous voyez ici à l'actif 7 milliards créés le prêt du Qatar et les dépôts 7 milliards avec, par écriture comptable. La prochaine étape fut le transfert de ce dépôt en capitaux propres. Donc, le Crédit Suisse transforme ce dépôt en capitaux propres, ce qui fait que, eh bien, le Crédit Suisse, la banque, a créé son propre capital. Dérive numéro 3, le système Target en Europe. Qu'est-ce que le système Target? C'est une chambre de compensation pour les banques européennes qui sert à régler les transactions journalières entre banques. Chaque fois qu'un transfert d'argent est effectué d'une banque à une autre, d'un pays à un autre, cette transaction doit passer par le système Target. Un détournement potentiel du système, c'est d'externaliser les effets néfastes de la création monétaire au sein d'un pays vers un autre. Comment? Imaginez que vous avez un pays en difficulté, car le pays est surendetté, ne peut plus emprunter et l'économie est freinée et il y a des problèmes économiques généralisés. La Banque centrale nationale et les banques privées de ce pays-là peuvent créer de la monnaie ex nihilo, donc de la façon dont nous avons décrit, car le même euro est accepté dans tous les pays d'Europe et donc peut financer l'achat de biens et d'actifs dans d'autres pays. Ce cas est celui de la Grèce, de l'Italie, de l'Islande, du Portugal, de l'Espagne, dans la crise financière de 2008-2010. Et les banques centrales de ces pays sont déficitaires en termes de leur solde target auprès de la BCE. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont surdépensé à l'étranger. Les pays récepteurs qui reçoivent cet argent sont en surplus comme l'Allemagne. Le surplus de monnaie en Allemagne, par exemple, eh bien, est inflationniste, peut générer un phénomène d'inflation parce qu'il y a trop de monnaie en Allemagne basée sur des transactions de monnaie qui est transférée, qui sert à des transactions pour acheter des biens allemands. Donc, que voyons-nous dans ce cas? On voit les données qui montrent pour l'Espagne dans les années de la crise financière jusqu'en 2017. On voit une balance négative du système Target. Pour la France, on voit une balance qui est redevenue positive après 2017. En Italie, une balance vraiment négative de l'ordre de plus de 400 milliards d'euros. Et en Allemagne, on voit une balance positive d'argent qui est transféré vers l'Allemagne de l'ordre de 800 milliards d'euros. Donc, ces dérives potentielles, y a-t-il des limites à cette création monétaire excessive? Les économistes qui prennent l'ATM disent que les contraintes existent. Donc, on peut déjà peut-être penser que les accords de Bâle 2 et 3 qui réglementent les effets de levier dans les banques privées, les banques multinationales, permet donc d'éviter ce genre de comportement en Europe. Mais ce sera peut-être plus difficile aux États-Unis car les banques américaines ne sont pas très friandes
des réglementations européennes qui leur seraient imposées par les accords de Bâle. Alors bien sûr, une règle de base dans les activités bancaires, ce serait la qualité des actifs qui pourraient servir de collatéral à l'emprunt. Donc bien sûr, il peut y avoir création monétaire, mais est-ce que l'emprunt est viable? Est-ce que le prêt qui est fait par la banque est viable? Et ça c'est garanti en quelque sorte par la qualité du collatéral qui est fait, qui vient avec le prêt. Bon, on sait que avec le système de shadow banking, le système où les banques sont capables finalement d'enlever de leurs actifs et d'enlever de leurs passifs des dettes potentielles, que cette contrainte semble moindre. C'est-à-dire que finalement, ils ne se soucient pas, et on a vu des exemples durant la crise des subprimes, que les prêts immobiliers finalement étaient revendus par les banques et donc elles ne les gardaient pas sur leur bilan. Et donc moins de pression pour être sûr que le collatéral est de bonne qualité. Au niveau du système financier, on a le problème potentiel de ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que bien sûr, si l'ensemble des banques ne jouent pas à ce jeu, mais que certaines banques le font, elles en bénéficient énormément. Elles créent de la monnaie qui est acceptée par le système bancaire, monnaie virtuelle, et elles peuvent acheter des biens réels avec ça. Mais si tout le monde le fait, si toutes les banques le font, ça devient ultra inflationniste et ça pose une menace énorme en termes de la valeur de la monnaie européenne, par exemple l'euro. Et donc cela peut créer en quelque sorte une pression pour l'ensemble du système bancaire pour essayer de s'autogérer et de limiter ce type de comportement. Et puis il y a aussi la contrainte qu'on peut appeler celle de la colère du peuple, qui fait que le peuple se soucie de la valeur de la monnaie et donc peut intervenir par la législation en faisant pression au niveau politique pour essayer d'instaurer des mesures qui contraignent le secteur financier à se comporter, on va dire, de façon raisonnable pour éviter ce genre de crise. Alors cette solution-là, on l'a vu plus ou moins avec le mouvement Occupy Wall Street, mais ce mouvement n'a pas duré et il faudrait vraiment une volonté politique beaucoup plus forte d'action pour pouvoir régir et limiter ce type de comportement de création monétaire outrancière. Je vous remercie de votre attention.